Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu, discuter un petit peu de Daredevil Born Again, le quatrième épisode. Donc moi je suis Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour partager un petit peu de ma passion. Oui, résumer l'épisode précédent, Wilson Fisk, donc le Caïd, est devenu maire de New York, tandis que à côté, parallèlement, Matt Murdock se consacre entièrement à son métier d'avocat, à son activité d'avocat, où il a rangé le costume de Daredevil. Dans la dernière affaire, un super-héros de New York, Walt Tiger, était impliqué, et là maintenant on a le contre-coup de Matt Murdock en pleine crise de off. Ses convictions sont remises en question, ce qui est récurrent dans le comics. Maintenant il est en pleine crise de conviction, on va dire, parce que n'oublions pas que de base, si Matt Murdock a aussi une activité de justicier, Daredevil, ben c'est parce que plusieurs fois il a remarqué que le système ne fonctionnait pas. Alors là, on est dans un des cas qui démontre que justement, le système a des limites. Mais ce qui m'a plutôt intéressé cette semaine, c'est plutôt l'aspect Wilson Fisk. Alors, dans le dernier épisode, Wilson Fisk était laissé un petit peu de côté. Donc là, il est en train de vraiment prendre ses fonctions de maire au sérieux. Il est en train de trouver ses marques, quoi. Et là, on le voit vraiment en tant que maire de New York. C'est vraiment un Wilson Fisk arc cette semaine. Ouais, parce que le truc en fait, c'est que on pourrait croire qu'il joue un rôle. Oui, parce que je pensais dans un premier temps qu'il allait se servir de sa fonction de maire comme couverture pour ses activités underground. Le caïd de la Pègre. Or, non, il semble se concentrer entièrement à 200% à son rôle de maire. Semble prendre son rôle de maire très au sérieux. Il semble s'adapter à son rôle de maire, sa fonction de maire. Ce qui m'a pas empêché de penser plusieurs fois au Soprano, qu'on soit clair. Parce que dans Soprano, alors j'en avais parlé un petit peu dans l'épisode d'avant, enfin dans mes chroniques précédentes. Alors, les Sopranos se caractérisaient avant tout par une sorte de remise en question du rôle de mafieux. Il y avait une mise en perspective en fait sur la fonction de mafieux entre ce que l'on pense être, ce que l'on fantasme être par rapport au film de Scorsese, Les Affranchis par exemple, et aussi un petit peu Casino, il me semble, et ce qui est réellement mafieux en fait. Il y avait cette mise en perspective là, parce que n'oublions pas que le concept de base des Sopranos, c'est un mafieux, caïd de la paix, qui a besoin d'une thérapie, a besoin de voir une psychiatre pour lui confier ses affaires. Oui, parce que l'humour de la situation dans Soprano repose sur une situation cocasse. C'est-à-dire que l'on voit Tony Soprano, un caïd de la pègre, stressé autant par sa vie de famille que par sa vie de mafieux, a besoin d'en parler à quelqu'un. Ce quelqu'un, une psychiatre qui est tenue par le fameux secret professionnel. Tony Soprano a besoin de parler à quelqu'un de ses activités. Et le problème en question, c'est que du coup, il se confie la psychiatre, ce qui est chose normale. Mais le problème, c'est que du coup, ça met la psychiatre en porte-à-faux. Oui, parce que si elle n'en parle pas, tenue par le secret professionnel, elle peut être considérée comme une complice. Et donc être une cible autant pour le FBI que pour les collègues de Tony, collègues de travail. Il me semble que c'était le story arc d'une saison, alors saison 2 ou 3, je sais plus, je crois que c'était au début de la série en tout cas. Oui, il y a eu une saison où la mise en tension, le nœud névralgique de l'intrigue, c'était est-ce que la psychiatre va briser, oui ou non, le secret professionnel. C'est ça un petit peu le truc. Plusieurs fois, on est dans ce cas-là. C'est littéralement. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue autour du couple de Wilson Fisk, Vanessa, qui a besoin d'aller voir le psychiatre pour régler des problèmes. Sauf que, alors, aux yeux de tous, aux yeux du grand public, il s'agit de Wilson Fisk a des problèmes avec sa femme. Ok. Mais le problème, c'est que nous, spectateurs, on sait que les affaires que menait Wilson étaient illégaux. Donc, je dirais que la tension des scènes en question, alors moi, c'est comme ça que j'ai vu. La tension des scènes, c'est à quel moment Wilson et Vanessa vont parler de ces problèmes, de ces activités frauduleuses à la psy. Parce que là, toutes les discussions portent sur le domaine sentimental. Or, on sait très bien que le domaine sentimental du couple, en fait, a un rapport à voir avec les liens que ce couple a avec les affaires frauduleuses, illégaux. Et moi, c'est comme ça que je vois. C'est la petite tension qu'il y a dans les discussions qu'il y a entre eux et la psy, c'est à quel moment ils vont aborder ce problème-là. À chaque fois dans le comics, à chaque fois,
Wilson faisait en sorte que ces activités illégaux dont il était accusé, à chaque fois, il s'en frottait les mains en faisant une conférence de presse, d'une manière à dire mais non, tout ça, n'écoutez pas les rumeurs, n'écoutez pas les ragots, c'est que de la diffamation sans plus. Sauf que là, on est dans le cas du mais à quel moment il va devoir avouer que, bah oui, c'est un fait, c'est peut-être ça qui pose problème avec mon couple. Mettre la psy que Wilson et Vanessa côtoient, consultent, dans la même position que la psy des Sopranos, jouée par Lorraine Bracco, il me semble. C'est-à-dire que là, elle va se retrouver en porte-à-faux avec son secret professionnel. C'est-à-dire qu'à quel moment elle va succomber à la tentation d'en parler au service de police, et donc du coup ruiner la couverture, enfin je peux même pas parler de couverture, ouais, faut dire à quel point c'est la tension est palpable, c'est que ça agit sur plusieurs plans. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas si ils vont voir la psy parce qu'ils ont réellement un problème pour maintenir leur couple, ou est-ce que ils vont voir la psy, c'est uniquement une question d'apparence par rapport au public. Parce que le public ne sait pas que. Il me semble que Vanessa s'occupe des affaires illégaux de Wilson. Il me semble que c'est ça. Ça, c'est un point que j'ai pas très bien compris. Tellement c'est un non-dit en fait. Tellement c'est un non-dit. J'ai pas très bien compris si Wilson Fisk ne s'occupe plus d'affaires. Normalement, dans cet épisode, c'est réglé, c'est ça. Il ne s'occupe plus d'affaires illégales. Mais j'ai toujours un petit peu du mal à adhérer à l'idée. C'est que je ne sais pas si en sous-main il les gère et c'est donc Vanessa qui gère d'hommes de paille, je crois que c'est sa expression. Ou est-ce que vraiment Wilson Fisk a laissé les affaires à Vanessa et elle a du mal à les gérer parce que je sens que dans la saison 1 de Daredevil version Netflix, il me semble qu'elle n'était pas au courant de ces affaires-là. Il me semble qu'elle croyait que vraiment c'est les liens entre Wilson Fisk et les affaires illégaux n'étaient que de l'ordre de la diffamation. Elle croyait vraiment au discours en fait de Wilson Fisk. Oui, c'est comme ça que je vois là, c'est une tension dans ces séances de thérapie de couple. Oui, c'est un petit peu ça qui me plaît dans ces scènes de thérapie de couple. C'est la petite tension qu'il y a, insidieuse, pas claire du tout, ambiguë, quant à savoir à quel moment la psy va capter qu'il y a un truc qui déconne dans cette scène de thérapie de couple. À quel moment le sujet, bah justement, le couple en question, c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet, c'est les activités illégales. Et ces activités illégales là sont tabous. Et à quel moment elle va capter qu'il y a un truc qui cloche. C'est ça qui me plaît, c'est qui rend vraiment la tension palpable, mais vraiment à l'écran. Et après, je ne parlerai pas des scènes, d'autres scènes marquantes, sinon je spoilerai. Mais il y a plusieurs scènes qui impliquent Man Murdock, et qui voient d'autres justiciers de New York, et qui ah, si j'en dis trop, je spoil. Parce qu'il y a vraiment des scènes marquantes, il y a vraiment des scènes inoubliables, et des scènes dont d'autres youtubeurs vont causer vraiment. Ça implique Ben Murdock, ça implique les rencontres qu'il fait avec d'autres ici de New York, ça implique ben, ce qu'il a sur le cœur en fait. Il voit que tout se referme sur lui, il voit les êtres qu'il a perdus et qui sont. Enfin. Il perd ses marques quoi. Il perd ses marques. Et il y a une scène, une sorte de monologue, un dialogue avec un autre justicier de New York qui est déchirant. Et vraiment, là, j'ai vraiment retrouvé le personnage, le traitement du personnage tel qu'il m'avait plu dans la série Netflix. Je parlerai pas de ça. Je dirais juste qu'il y a des scènes de cet acabit-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode-ci? Alors, à titre personnel, j'ai trouvé peut-être pas moins intense, mais moins haletant en fait que les épisodes d'avant. Les épisodes d'avant, ça servait vraiment à installer les personnages dans un nouveau statu quo. Il y a eu 6 ou 7 ans, je crois que c'est 7 ans si j'en crois un showrunner, entre les deux versions, ce qui est normal, entre le blip et puis le temps de production. Et donc, on voit les personnages dans une nouvelle situation. Et les épisodes d'avant nous permettaient de voir, de le constater, de clarifier ça. Encore clarifier, il y a encore quelques ambiguïtés à ce niveau-là. Et là, on voit vraiment l'épisode, on voit vraiment les personnages alors respirer, se poser et se rendre compte des obstacles auxquels ils ont affaire. Vraiment se rendre compte de la nouvelle situation auquel ils sont arrivés. Wilson Fisk est maire de New York, c'est depuis le début en fait. Matt Murdock est avocat et il doit découvrir par lui-même qu'est-ce que avoir à son ennemi en face de lui, mais au sommet de la chaîne, implique pour lui en tant que petit avocat. C'est comme ça que je qualifierais l'épisode. On est au 4e épisode là. Ouais, on est vraiment dans le milieu.
ça laisse respirer les personnages. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui bougent. Contrairement à précédemment, où là, il y a pas mal de choses qui bougeaient, ça allait à 100 l'air. Il y a quelques easter eggs, pas piqués les hannetons. Alors moi, j'ai adoré un, parce que je ne dirai pas lequel, parce que c'est vraiment juste une réplique. Mais moi, j'avais adoré, parce que on sent que la production revient. On sent que la production revient au lien qu'il y avait précédemment. Résultat, j'ai l'impression qu'ils canonisaient quelque chose qui était un peu plus faible de Marvel Studios. Donc il y a un petit côté, même si vous l'avez trouvé faible, ça fait partie de l'univers en question. Ça fait partie de l'univers quand même. Donc voilà, ça, vous êtes obligé de regarder si vous aimez Marvel. Les décrits, ça fait lâcher au moment de cette diffusion. J'en venais pas. Moi, quand j'ai entendu la réplique, je me suis dit, attends, vous faites clin d'œil à ça alors que vous faites pas clin d'œil à d'autres trucs. Mais attendez, c'est quoi le... Pour moi, petit ventre mou, mais avec des moments intenses à l'intérieur. Et intenses, alors, autant les fulgurances, là je parle de Mad Murdock, que des moments plus discrets, plus fallacieux, je dirais, enfin plus insidieux en tout cas, mais tout aussi intéressant, qui donne sa saveur à l'épisode en question. Donc voilà, c'est donc ma chronique de Daredevil Born Again. Alors dites-moi ce que vous en pensez, tiens, dans les commentaires, parce que moi j'ai trouvé surprenant. Alors j'ai pas eu ma dose d'adrénaline comme avant, mais je me suis dit, au moment où l'épisode était fini, que ok, c'est pas aussi intense que précédemment, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'action, mais quand même, ça vaut son besoin de cacahuètes, quand même, je valide le truc. Parce que pour le moment c'est une bonne... il y a, on est sur une bonne tenue là, mais largement. Donc voilà, voilà, ce sera tout pour moi sur Daredevil Born Again, le quatrième épisode donc. Donc à la semaine prochaine.